Bonjour, bienvenue au cours des probabilités et statistiques. Aujourd'hui, nous allons étudier les suites des variables aléatoires. Dans les applications, dans la pratique, nous avons souvent besoin d'approximations numériques des quantités que nous manipulons. De la même manière, nous avons besoin d'avoir des approximations des variables aléatoires. Par exemple, si nous manipulons une loi binomiale avec un nombre n grand, les calculs exacts peuvent devenir coûteux. Il nous faut donc une approximation. Une autre situation est celle où nous manipulons une loi inconnue, pour laquelle nous ne disposons que d'informations partielles, des estimations, des moyennes, des variances et des échantillons. Il nous faut donc trouver une approximation de la loi. Nous voyons donc qu'il est nécessaire d'avoir des méthodes pour construire des approximations des lois. En termes d'approximation, la situation idéale est celle où nous sommes capables de donner un paramètre epsilon positif et déterminer une approximation x indice epsilon qui se trouve à une distance inférieure à epsilon de x. Cette situation est idéale parce qu'elle nous permet de contrôler l'erreur commise à l'aide du paramètre epsilon. Cependant, cette situation idéale soulève deux questions. La première est comment mesurer la distance. La deuxième est concrètement comment déterminer x epsilon. Ces deux questions trouvent leur réponse dans deux branches des mathématiques, la topologie pour la première et l'analyse pour la seconde. Les deux questions sont liées à la notion de convergence des suites. En effet, l'objectif général de la topologie est de définir qui est proche de qui, quels sont les éléments qui se trouvent dans un voisinage donné d'un autre. Cette définition est extrêmement importante pour pouvoir parler de convergence et d'approximation. Une distance permet de savoir qui est proche de qui. En effet, il suffit de regarder quels sont les éléments qui se trouvent au maximum à une distance donnée d'un élément. Nous avons alors les voisinages de cet élément. Par conséquent, une manière de définir une topologie est de donner une distance. En jouant sur la distance, en la faisant diminuer, nous pouvons aussi construire une notion de convergence. Une deuxième façon de définir une topologie, c'est-à-dire de dire qui est proche de qui, consiste à donner de manière explicite qui sont les voisins d'un élément donné. Par exemple, les voisins d'éléments en bleu sont explicitement définis. Ceux de l'élément en vert, pareil, ou ceux de l'élément rouge. Si je donne l'ensemble des voisinages d'un élément, j'aurai défini une topologie. Il existe une
troisième manière de définir une topologie qui consiste à définir quelles sont les suites convergentes. En regardant quelles sont les suites qui convergent vers un élément donné, je peux construire les voisinages. En effet, cette manière de définir une topologie est beaucoup plus intéressante car elle pose de manière explicite la notion d'approximation. Un élément approche un autre lorsque il est un membre d'une suite convergente vers cet autre élément. En résumé, nous avons trois manières de définir une topologie. La première consiste à définir une distance. La deuxième consiste à définir directement les voisinages de chaque élément. Enfin, la troisième manière consiste à considérer les suites convergentes qui ont pour limite l'élément qui nous intéresse. Définir les suites convergentes apparaît comme une solution convenable et intéressante du point de vue de l'approximation, car, comme nous l'avons observé, nous manipulons de manière immédiate et directe la notion d'approximation. Cependant, il y a plusieurs façons de définir la convergence pour une suite. Et on peut constater que les suites convergentes ne sont pas les mêmes pour toutes les définitions. Si j'ai plusieurs façons de définir la convergence et les suites ne sont pas les mêmes pour toutes les définitions, on peut s'interroger quelle est la meilleure façon de définir les suites convergentes. En termes d'approximation, ce qu'on peut constater est que les plus on a des suites convergentes, les plus de voisins il y a pour chaque point, et donc il devient de plus en plus facile de déterminer une approximation. Donc, il apparaît comme particulièrement intéressant de définir la convergence de manière à avoir le maximum de suites convergentes possibles. Examinons quelques définitions de convergence pour voir celle qui est la plus convenable. Par exemple, nous pouvons définir la convergence en moyenne quadratique. Dans ces cas, nous disons qu'xn converge vers x si seulement si la moyenne d'xn moins x au carré tend vers 0 pour n vers l'infini. Voyons un exemple. Considérons oméga égale à moins 1 avec la fonction de masse 1,5. Prenons la suite. Xn d'oméga égale à 0 si module d'oméga supérieur à 1 sur n et xn d'oméga égale à n à la puissance alpha si module d'oméga inférieur à 1 sur n. Cette variable aléatoire est discrète. Elle ne prend que deux valeurs. La valeur 0 avec une probabilité 1 moins 1 sur n et la valeur n à la puissance alpha avec la probabilité 1 sur n. On peut facilement calculer la moyenne d'xn au carré. Ça sera 1 sur n qui multiplie n puissance alpha au carré, ce qui nous donne n à la puissance 2 alpha moins 1. Nous voyons donc que si 2 alpha moins 1 est négatif,
cette suite converge vers 0 en moyenne quadratique. Par contre, si 2 alpha moins 1 est un nombre positif, alors xn ne converge pas vers 0 en moyenne quadratique. Une autre définition est celle de la convergence en moyenne. Dans ces cas, nous disons qu'xn converge vers x si seulement si la moyenne du module de xn moins x tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Reprenons l'exemple antérieur. Nous avons notre variable aléatoire qui ne prend que deux valeurs, n à la puissance alpha avec la probabilité 1 sur n et 0 avec la probabilité 1 moins 1 sur n. Dans ces cas, la moyenne du module d'xn est n à la puissance alpha moins 1. Nous voyons donc que xn tend vers 0 dans L1, c'est-à-dire en moyenne, si seulement si alpha moins 1 est négatif, à comparer avec les résultats précédents où nous avions alpha inférieur à 1,5. Par contre, si alpha moins 1 est positif, cette suite ne converge pas vers 0 en moyenne. Une autre définition est celle de la convergence presque sûre. La convergence presque sûre signifie que la probabilité pour que xn converge vers x est égale à 1, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde pour tout individu, xn converge vers x. Reprenons encore une fois notre exemple. Maintenant, nous pouvons faire le raisonnement suivant. Considérons un oméga qui soit différent de 0. Alors, le module d'oméga est strictement positif. Quand n tend vers l'infini, il arrive un moment où 1 sur n est strictement inférieur au module d'oméga, car celui-ci est strictement positif. Donc, à partir de cette valeur d'n, nous avons xn d'oméga égale à 0 pour toute autre valeur d'n. Par conséquent, xn d'oméga tend vers 0 pour tout oméga différent de 0. Ceci veut dire que l'événement E, xn converge vers x, est vérifié pour tous les éléments d'oméga sauf pour 0. Donc, E égale oméga moins les points 0. La probabilité d'E est égale à 1. Par conséquent, xn tend vers 0 presque sûrement. Et ici, nous n'avons aucune condition sur la valeur d'alpha. Une quatrième définition de convergence est celle de la convergence en probabilité. Nous disons qu'xn converge vers x en probabilité si la probabilité pour que les modules d'xn moins x soient supérieurs à un epsilon strictement positif tend vers 0 pour n vers l'infini. Et ceci doit être vérifié pour tout epsilon. Reprenons encore une fois notre exemple. Ici, nous pouvons vérifier facilement que quand n augmente, la probabilité pour que xn soit supérieur à epsilon est égale à la valeur pour que xn soit différent de 0. Et cette valeur est 1 sur n.
les seuls éléments qui ne prennent pas la valeur 0, la seule valeur possible d'xn qui ne correspond pas à 0, c'est n à la puissance alpha. Par conséquent, probabilité des modules d'xn supérieur ou égal à epsilon est égale à la probabilité d'xn égale à n à la puissance alpha, égale à 1 sur n qui tend vers 0. Nous en déduisons que xn tend vers 0 en probabilité. Encore une fois, aucune condition sur alpha. Enfin, une cinquième définition de convergence est celle de convergence en loi ou convergence en distribution. Nous disons que xn converge vers x en loi si seulement si la moyenne des phi d'xn converge vers la moyenne des phi d'x pour toutes les phi régulières, continues et bornées. Considérons encore une fois notre petit exemple de la variable xn qui ne prend que deux valeurs, n à la puissance alpha et 0. Ici, nous pouvons calculer facilement la moyenne des phi d'xn. Il s'agit de la probabilité d'xn égale à n à la puissance alpha qui multiplie phi d'n à la puissance alpha plus la probabilité d'xn égale à 0 qui multiplie phi de 0. Rappelons que phi est une fonction continue et bornée. Par conséquent, il existe un nombre m tel que module de phi soit inférieur ou égal à m. Nous avons donc que la moyenne des phi d'xn moins phi de 0 est inférieure ou égale à 2 fois m divisé par n, qui tend vers 0 quand n va vers l'infini. Par conséquent, xn tend vers 0 en loi. Ici encore, aucune condition sur alpha. En réalité, il est possible de démontrer qu'il existe des relations entre ces convergences. La première que nous avons examinée est la convergence en moyenne quadratique. Il est possible de démontrer que la convergence en moyenne quadratique entraîne la convergence en moyenne. La convergence en moyenne, à son tour, entraîne à la fois la convergence presque sûre et la convergence en probabilité. La convergence presque sûre entraîne la convergence en probabilité. Et la convergence en probabilité entraîne la convergence presque sûre, du moins pour une sous-suite. Enfin, que ce soit la convergence presque sûre ou la convergence en probabilité, toutes les deux entraînent la convergence en loi. Celle qui se trouve au plus bas de l'échelle est celle qui possède le plus grand nombre de suites de convergence, parce qu'en effet, elle reprend toutes les suites convergentes des définitions précédentes. Donc, la notion de convergence qui nous donne les plus de possibilités d'approximation est la notion de convergence en loi. Il existe deux théorèmes classiques et importants concernant la convergence en loi. Les premiers théorèmes énoncent que xn converge vers x en loi si seulement si la fonction de répartition dxn, fn de x, converge vers la fonction de répartition de x, f de x, en tout point où f est continu. Ce théorème fournit une méthode pratique pour vérifier la convergence en loi.
Il suffit de regarder la convergence des fonctions de répartition. Le deuxième théorème est dû à Paul Lévy, mathématicien français. Il indique qu'Xn converge vers Xn loi si seulement si la fonction caractéristique d'Xn converge vers la fonction caractéristique d'X en tout point. Ces résultats conduisent à quelques-uns des résultats les plus importants de la théorie des probabilités et des statistiques. Avant d'énoncer ces derniers, rappelons ce qu'est un échantillon d'X. Un échantillon d'X, de façon naïve, est un ensemble de valeurs dx générées de manière indépendante. Formellement, il s'agit de n variables aléatoires indépendantes des mêmes lois, celles de x. Le premier théorème est le théorème de la limite centrale. Il indique que lorsqu'on considère la moyenne empirique x bar indicienne d'un échantillon x1, xn, nous avons une convergence vers la loi normale des moyennes 0 et écart type 1 du moment où x admet une moyenne et une variance. Ce résultat est extrêmement puissant car il est indépendant de la loi de x. Il suffit que la variable x possède une variance finie et nous avons la convergence vers une loi de Gauss. Le deuxième résultat important est la loi des grands nombres. Il indique que lorsque notre échantillon devient très grand, la moyenne empirique de l'échantillon est très probablement proche de la moyenne réelle. En effet, la moyenne empirique converge vers la moyenne réelle, soit en probabilité, soit presque sûrement. Nous appelons la loi faible lorsqu'on parle de convergence en probabilité, et nous disons qu'il s'agit de la loi forte lorsque nous parlons de la convergence presque sûre. Ces résultats permettent aussi d'utiliser et définir des approximations usuelles, par exemple l'approximation de la loi binomiale par une loi normale. Ils conduisent aussi à l'approximation d'une loi binomiale par une loi des Poissons. Il vous reste à mettre en œuvre ces résultats sur des exercices pratiques. Merci pour l'attention. Au revoir.